Trump mène-t-il vraiment une guerre secrète contre les néocons et l'État profond américain? Ce soir, on plonge dans les coulisses d'un Washington que vous ne verrez jamais sur CNN. Ex-trotskiste devenu faucon néoconservateur, Israel First contre America First et président accusé de jouer au clown qui, en réalité, affronte les véritables pyromanes de la planète. On va vous raconter comment Marco Rubio, petit soldat néocon modèle, a soudain ouvert les yeux au contact de Trump, conversion sincère ou opportunisme pur jeu. On va décortiquer la guerre froide entre la CIA, très à l'aise avec les néocons en Ukraine et au Moyen-Orient, et un Patagone qui regarde surtout la Chine et refuse la grande folie. Une guerre ouverte contre l'Iran. Autour de Trump gravitent les réseaux pro-israéliens, les PAC, une conseillère directement venue du ministère israélien de la Défense, et un Netanyahou que même certains de ses soutiens voudraient désormais lâcher. Installez-vous derrière le show permanent, c'est une véritable guerre interdite pour le contrôle de l'Empire américain que nous allons décortiquer ensemble. Je voudrais parler de Marco Rubio. Marco Rubio, qui était auparavant un néocon, mais qui apparemment ne l'est plus du tout. Alors, les néocons, les néoconservateurs, essentiellement, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'on appelle les néoconservateurs? C'est parce qu'ils n'étaient pas conservateurs avant, c'était des gens de gauche, c'était des Oui. professeurs surtout, mais des juifs américains qui étaient très de gauche. Mais comme d'un seul coup, la gauche américaine, dans les années 70 et fin des années 70, début des années 80, a commencé à s'opposer à Israël. Pour eux, ils ont montré leur vraie couleur, dans le sens où c'est pas America First, mais c'est Israel First, qui était important pour eux. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on prenne des positions au sein du Parti républicain, qui, lui, est très pro-Israël à l'époque. OK. Et là où il y a eu énormément de néoconservateurs qui sont arrivés au gouvernement, il suffit de revenir et de regarder que il y a eu énormément de conseillers néocons qui sont arrivés, c'est pendant la présidence de Bush père, Oui. et qui ont pénétré à ce moment-là, etc. Et donc qui se sont sentis très forts dans ce genre de situation et qui ont pris tout le mouvement néoconservateur qui était très opposé à Trump. Même des influenceurs comme Ben Shapiro, qui se dit de droite, etc., était un never Trumper. Il était complètement opposé à Trump et tout ça, etc. Donc, ça c'est intéressant. Mais pour moi, Marco Rubio, qui est loin d'être un idiot, c'est un type très intelligent et qui a beaucoup de charisme en plus. Et lui était quand même très néoconservateur, comme beaucoup de gens de ses origines, parce qu'il est d'origine cubaine, hein, qui sont très anticommunistes, etc. Et il y a eu énormément de séquelles de l'anticommunisme qui est rentré dans les va-t-en-guerre permanents, où on confond entre l'Union soviétique et la Russie, des tas de choses comme ça, etc. Mais là, depuis qu'il a été appelé à être dans le gouvernement Trump, dès la première semaine, il a fait des annonces qui n'étaient pas du tout néocons. Et où d'un seul coup, c'est comme si ses yeux avaient été ouverts. Il y a dû y avoir quelques discussions très intéressantes entre lui et Trump, Oui. entre le moment de l'élection et le moment de l'inauguration. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'il se soumet complètement à la politique de Trump. Bien sûr qu'il se soumet parce que Trump, c'est pas un tendre sur ce plan-là. Et même s'il acceptait trop facilement la présence de gens comme John Bolton et Mike Pompeo et d'autres auparavant, et tous les autres néocons, là, c'est pas le même Trump dans son deuxième mandat, mais j'ai l'impression qu'il y a une conviction profonde chez Marco Rubio de la même politique très trumpienne de venir à bout de l'État profond et pas du tout de sombrer dans les chimères des néocons. Ah oui, bah, c'est sûr que là, les heures, les longues heures des néocons qui, comme tu le disais, ont commencé à jouer un rôle, clé. Alors ils avaient infiltré l'administration déjà à la fin des années 70, hein, parce que quand on revoit les carrières des Wolfowitz et compagnie, ils avaient déjà pris quelques positions pour être, dans les starting blocks, et c'est vrai qu'à la fin des années 80, tous ces gens, il faut le dire, qui étaient des trotskistes, hein, puisque tu dis qu'ils venaient de Exactement. la gauche, faut définir cette gauche. C'est tous des trotskistes qui détestaient l'Union soviétique.
Et c'est pour ça qu'ils ont su, par leur discours, séduire certains républicains, parce que ils étaient tellement anticommunistes et enfin plutôt tellement anti-soviétiques qu'on s'est dit c'est des gens qu'on peut entendre et qui peuvent nous rendre des services. C'est des fabianistes à la base. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc ces gars-là ont pris de plus en plus d'importance. Ils ont joué un rôle terrifiant dans la guerre contre le terrorisme, hein, parce que pour vitrifier des pays arabes, ils étaient les premiers justement à cause de leur prisme Israel First et non pas America First. Et puis aujourd'hui, Dieu merci, il y en a certains que le Seigneur a rappelé à lui pour s'occuper de leurs âmes. Et puis ceux qui restent, Dieu merci, Donald Trump est là. Alors ça ne veut pas dire qu'il les a déjà battus, qu'il a tout gagné, que tout est terminé. C'est un combat sans merci, permanent, avec des moments où c'est Trump qui est au-dessus et dans d'autres cas, il est obligé de freiner, il est obligé de leur donner des gages. Les gens qui comprennent pas que Donald Trump, son élection n'a pas tout changé comme d'un coup de baguette magique, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la politique. Hein. La politique, quand vous avez affaire à un système qui est aussi bien installé, aussi bien ancré dans l'appareil d'État, en plus d'un pays comme les États-Unis, on n'est pas en train de parler du Panama. Hein, donc ça fait des centaines de fonctionnaires qui sont dans ce bouillon-là, qui veulent garder leur prébande et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, dans les néoconservateurs, il y a un homme dont moi je fais exprès de citer le nom, dont on n'entend jamais parler, c'est Ratcliffe, le patron de la CIA, qui est l'adversaire numéro 1 d'abord de Donald Trump et depuis, avant le retour de Trump, qui est l'adversaire du Pentagone. Parce que c'est pareil, dans ces problématiques-là, tout ce que les gens ne peuvent pas discerner, c'est que la CIA, est dans son autonomie de toujours, qu'elle a vraisemblablement accepté les néocons avec énormément de facilité sur le plan historique. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que le Pentagone, lui, s'est toujours raidi contre ces types-là. C'est-à-dire que on croit que tout ça c'est monolithique, pas du tout, du tout. Et d'ailleurs, pendant toute la période qui s'est écoulée depuis le 24 février 2022, on a bien vu comment la CIA soutenait à mort les Ukrainiens contre les Russes pour casser du russe, pour provoquer de plus en plus de pertes et compagnie, et comment de l'autre côté le Pentagone était toujours là. Oh non, non mais les Russes c'est pas si grave. Enfin voilà, à essayer toujours de jouer le rôle de l'apaisement, parce qu'au Pentagone, on a des types qui réfléchissent à la guerre de demain et ils savent qu'on n'a rien à faire pour les intérêts américains de faire des bêtises en Ukraine, hein, qu'il faudrait peut-être se tourner vers la Chine et uniquement vers la Chine, tant en termes de moyens que de réflexion, etc. Et donc c'est pareil, ces types-là aujourd'hui, on leur dit il faut s'occuper de l'Iran. Mais pourquoi on s'occuperait de l'Iran? C'est parce que c'est dans les intérêts de Netanyahou. Bah oui, mais nous, c'est pas nos intérêts. Donc on a beau avoir placé autour de Donald Trump des éléments pro-israéliens, pro-AIPAC. Ils ont embauché une dame là dont j'ai oublié le nom, qui vient carrément du ministère israélien de la Défense et qui a rallié l'entourage proche de Trump pour gérer le dossier iranien. Tout ça est véridique, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'en plus de ça, Donald Trump étant très bon, comme je viens de le rappeler, dans ces histoires de judo médiatique pour utiliser des formes spectaculaires pour endormir tout le monde, ces gens-là, il peut très bien, en apparence, leur donner ce qu'ils veulent et du coup les faire taire, parce qu'après l'opération Midnight Hammer, même Netanyahou disait ah oui, Donald Trump c'est le plus fort, l'armée américaine c'est la plus forte. Fallait voir ces scènes-là, hein, faut pas les oublier. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration qui a rebondi par rapport à ce dossier-là. Et comme moi, je l'ai écrit dans mon livre sur la fin de la domination américaine en faisant le panorama de l'armée, enfin des forces armées américaines, les forces armées américaines, aujourd'hui, une guerre en Iran, ça n'est absolument pas dans leur catalogue. Hein. Ils sont obligés aujourd'hui de gérer une transformation monstre de l'ensemble de leurs forces armées comme jamais, je pense, une armée de ce niveau a dû en connaître une simultanée depuis qu'on compte les récits des grandes armées du monde. Ils ont autre chose à faire que de déclencher l'apocalypse avec l'Iran. Ou alors, et alors là on quitte le champ de la géopolitique, on rentre dans autre chose,
ou alors on veut la guerre nucléaire pour déclencher l'Armageddon, etc. Et bon, là, on est dans des choses qui sont complètement déraisonnables. Mais si on reste sur le plan raisonnable, je peux comprendre qu'il y ait des gens de l'AIPAC qui veulent encore se dire, oui, dans l'idée de maintenir Netanyahou, on pourrait ceci, on pourrait cela, mais je pense même que dans l'AIPAC, Netanyahou a tellement démonétisé Israël et la cause israélienne et le judaïsme, parce que c'est deux choses distinctes, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens dans l'AIPAC qui veulent se débarrasser de Netanyahou que de gens qui veulent lui permettre d'attaquer Téhéran demain matin. Voilà, c'est mon opinion personnelle.